de la physiopathologie. On se pose la question pourquoi fermer un FOP. Alors de pratique courante, on ferme un FOP pour éviter un passage droit-gauche. Ce passage en pratique peut concerner un thrombus, un caillot, ça peut concerner le sang désoxygéné qui est responsable de désaturation, et ça peut concerner une bulle d'air qui est classiquement responsable lors des accidents de décompression. Alors, on retrouve 4 situations en pratique clinique qui sont des pratiques de prévention, des fermetures de FOP en prévention primaire. Ça peut être des indications de fermeture de FOP en prévention secondaire, et ça pourrait être une fermeture de FOP en indication thérapeutique, et ça peut être une fermeture de FOP classiquement chez des sportifs, voire des métiers qui sont à risque. Alors, commençons par l'indication de prévention secondaire, c'est-à-dire quand une fois le problème s'est présenté, que faut-il faire ? J'aborderai pas les cas des AVC et des AIT remarquablement présentés par mes confrères m'ayant précédé, mais concernant l'infarctus du myocarde, dit embolique, ou une embolie périphérique, au final, c'est la même physiopathologie que l'AVC et l'AIT. C'est juste que le thrombus, au lieu qu'il parte au niveau des artères cérébrales, se retrouve au niveau de l'artère coronaire responsable de l'infarctus, voire au niveau des artères qui sont périphériques. Et si la seule étiologie retrouvée à l'ischémie est l'association avec un FOP et ASIA, la fermeture de FOP paraît au moins aussi efficace que le traitement antivitamine K. Et on a des études qui démontrent une absence d'événements à plus de 90% à 1 an, 2 ans, voire à 5 ans selon les études. Concernant l'accident de décompression, qui est un problème qui est assez récurrent dans les pays où on a des professionnels à plongée sous-marine, le phénomène physiopathologique est assez simple et complexe à comprendre. Je commencerai par dire que la pression atmosphérique au niveau de la mer est approximativement d'1 atmosphère ou 1 bar. En plongée, chaque 10 mètres, en plongée, chaque 10 mètres de profondeur équivaut approximativement à 1 bar de plus que la pression atmosphérique. À 10 mètres de profondeur, notre corps subit approximativement 2 bars de pression, et à 20 mètres, c'est approximativement 3 bars. Sachant que pour vous donner un ordre d'idée, les pneus d'une voiture sont gonflés à 2,5 atmosphères. Et donc les gaz qui sont inspirés en profondeur sont sous l'effet de la pression. Et comme l'air est fait principalement de 79% d'azote, notre corps se charge de ce gaz. Et en remontée progressive, l'azote contenu dans ces tissus va prendre sa forme gazeuse et petit à petit va être éliminé par la ventilation. Mais dans des situations où la remontée est assez rapide, voire non-respect des paliers de remontée, les microbules deviennent de plus en plus grosses, elles s'agrèguent, formant de grosses bulles et obstruent un petit peu la vascularisation, engendrant un syndrome de décompression. On a des études et une littérature qui est assez fournie dans ce sens et qui démontre que la fermeture de FOP en prévention secondaire d'un accident de plongée est assez efficace, tel que publié dans le JACC en 2020, qui démontre clairement l'absence d'événements à 14 ans de suivi chez les patients à qui on avait fermé un FOP en prévention secondaire. Dernière indication de fermeture de FOP en prévention secondaire, c'est l'accident de haute altitude ou l'OAP de haute altitude. On sait que la saturation du sang artériel diminue en fonction de l'altitude, atteignant des niveaux de 70 à 80% à 5500 mètres. La physiopathologie de la survenue de ces accidents en haute altitude combine principalement une hypoxie qui est responsable d'une vasoconstriction artériolaire pulmonaire inhomogène et d'une vasoconstriction des veines pulmonaires. Ces deux phénomènes associés engendrent une augmentation des pressions pulmonaires, un valsalva-like et un OAP. Et en présence d'un FOP, on a un champ droit-gauche qui aggrave la désaturation et contribue à auto-entretenir ce cercle vicieux. On a clairement des papiers qui sont... on a cette étude qui a été publiée dans le JAMA en 2006 qui nous donne des éléments de compréhension de la physiopathologie de l'altitude, où les médecins sont amusés à faire des échographies, des ETO avec bulles et les prises de saturation à 550 mètres et à 4500 mètres d'altitude. Et on retrouve une majoration du gradient VDAP de manière significative et une désaturation de manière assez importante et l'apparition de FOP chez des patients en altitude alors qu'ils n'existaient pas à 550 mètres. Alors, est-ce qu'on a des études qui démontrent l'intérêt de fermer ces FOP en prévention secondaire? Pas de grosse littérature dans ce sens.
Et en ayant compris le mécanisme physiopathologique du syndrome de décompression des accidents de haute altitude, on déduit qu'il y a des métiers qui sont à risque, et notamment les aviateurs, pilotes d'avions commerciaux, militaires ou acrobates, les astronautes, les sportifs et habitants des hautes altitudes, et les plongeurs sous-marins. Alors faut-il fermer les FOP chez tous ces patients? Si l'accident est survenu en prévention secondaire, je dirais que oui. Si c'est en prévention primaire, les pratiques diffèrent d'un pays à un autre, et selon les pratiques et les convictions de chacun, les cas sont discutés avec les différents confrères pour prendre une décision qui est assez collégiale. Si on peut faire une éviction dans le cadre des sports, c'est mieux. Si c'est des sportifs de haut niveau, voire des pilotes, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué et les patients sont discutés au cas par cas. Alors, concernant les indications à visée thérapeutique, on en a principalement 4, qui sont la migraine, le syndrome de petite pneumo-orthodoxie, la désaturation à l'effort et les apnées du sommeil. Concernant la migraine, le mécanisme est assez complexe, mais disons que c'est un mécanisme qui se rapproche d'un effet secondaire de la sérotonine qui est principalement libérée par les intestins et qui est principalement désactivée par le filtre pulmonaire. En présence d'un FOP ASIA, cette sérotonine passe du côté gauche, et si elle passe en quantité importante, cette sérotonine est responsable du vasoconstriction au niveau cérébral, responsable de l'aura prémigraineux, et par la suite on a une vasodilatation réflexe qui engendre la migraine. Ce même mécanisme physiopathologique peut toucher, cette sérotonine peut passer au niveau des artères coronaires responsables d'une angine de poitrine coronaire saine, voire au maximum d'un syndrome de Takotsubo. Alors, ça marche pas. Ouais. Alors, migraine et FOP, on a des études, et en majorité de ces études, surtout les dernières années, c'est des études qui sont négatives en majorité, et en conclusion, en l'absence de résultats probants, la fermeture de FOP pour traiter une migraine n'est pas recommandée, sauf au cas par cas où on peut discuter avec le neurologue. Il y a des patients qui bénéficient d'une fermeture en prévention secondaire de ces patients. Concernant le FOP et hypoxie, on a principalement l'apnée du sommeil et la désaturation à l'effort. C'est deux pathologies qui sont assez proches. Le mécanisme physiopathologique est presque similaire. C'est principalement un retour veineux qui est accru lors de l'inspiration et une majoration de la pression lors de l'expiration, principalement pour une autopep lorsqu'il s'agit d'une apnée du sommeil, voire avec une PEP engendrée par l'appareil de l'apnée du sommeil. On a une ouverture du FOP et cela augmente le risque non seulement d'embolie paradoxale et aggrave la désaturation et entretient la désaturation. On a des études qui sont vraiment en faveur, avec des résultats assez nets en faveur de fermer les FOP dans ces deux types de pathologies. On s'assure principalement qu'il n'y a pas d'hypertension pulmonaire qui est principalement la contre-indication fermer les FOP dans ces situations parce que le FOP reste une soupape. Le syndrome de la petite pneumo-orthodoxie, présenté par ma collègue avant, je ne répéterai pas tout le mécanisme physiopathologique, mais principalement c'est un phénomène de flux favorisé par des facteurs favorisants, notamment une pneumoectomie gauche, paralysie phrénique, horizontalisation et dilatation de l'aorte et de la syphose. On a une littérature très abondante dans ce sens et les résultats sont assez spectaculaires lorsqu'on ferme un syndrome de petite pneumo-orthodoxie où la saturation s'améliore instantanément et bien sûr le bénéfice au long cours est bien tenu avec des événements thromboemboliques qui ont tendance quasi à être avoisinant le zéro. Concernant les indications de prévention primaire, je serai un peu plus nuancé, c'est pas très clair. On a une liste qui est non exhaustive ici, mais les indications les plus à même à retenir pour une fermeture de FOP en prévention primaire sont principalement une chirurgie qui est lourde et principalement une neurochirurgie en position assise. Alors on a des papiers, on a beaucoup de papiers dans ce sens. La neurochirurgie en position assise, surtout la neurochirurgie de la base du crâne, la chirurgie qui consiste principalement à ouvrir quelques veines, et par déclivité, on a l'air qui rentre à l'intérieur, et les thrombus qui rentrent à l'intérieur, en présence d'un FOP, engendre une embolie qui est paradoxale. C'est pas un consensus, mais on a des lignes directives de neurochirurgie, d'anesthésie qui préconisent de faire un dépistage quasi systématique en ETO avant une chirurgie en position assise. S'il n'y a pas de FOP, il n'y a pas de risque à aller faire cette chirurgie. Par contre, si on a un FOP ASIA, il est très préconisé d'aller le fermer 2-4 semaines avant la chirurgie. Si par contre on a une complication, voire une impossibilité de fermer le FOP
pour des raisons organisationnelles ou pour une indication d'urgence à faire la chirurgie, à ce moment-là, on essaye de discuter, les neurochirurgiens essayent de discuter une chirurgie plutôt en décubitus. L'autre indication qui est assez commune, c'est principalement en prévention primaire lors d'une greffe du foie. La greffe du foie qui est une pathologie qui est assez thrombotique dans la mesure où on effectue les anastomoses sans circulation sanguine. Et à un moment où on met le greffon veineux et on remet la circulation, on a beaucoup de thrombus qui passent dans la circulation et potentiellement peuvent donner une embolie paradoxale. C'est une pratique qu'on réalise de manière assez routinière au Canada. On fait vraiment un dépistage systématique des FOP avant une greffe du foie. Et dès qu'on a un FOP, on le ferme de manière assez facile. Par contre, toutes les études, je vous dirais, sont assez en négatif et ne préconisent pas et on ne retrouve pas un excès d'AVC dans cette situation. Autre indication assez classique, c'est principalement les tumeurs carcinoïdes et en présence de PFO. Ces tumeurs carcinoïdes sont des pathologies compliquant des tumeurs endocriniennes digestives et qui libèrent la sérotonine et touchent préférentiellement les valves tricuspides et pulmonaires. Le dépistage de FOP chez ces patients doit être fait de manière assez facile pour la simple raison que on a des patients qui, dans les valves, sont touchés du côté droit. En présence de FOP, les valves gauches peuvent être touchées parce que la tumeur migre via le FOP. Deuxième utilité, c'est avant chirurgie, chez les patients qui ont des IT sévères avec désaturation, le fait de dépister un FOP et de le fermer facilite la prise en charge per- et post-chirurgicale. On a des papiers qui sont assez abondants dans son sens, dans le sens d'aller fermer ces FOP en cadre de tumeurs, dans le cas des tumeurs carcinoïdes. Autre indication de prévention primaire d'aller fermer un FOP, je suis assez nuancé aussi sur cette indication, ça concerne les centres de PM et de DEF. Ces dernières sont prothrombogènes et potentiellement pourvoyeuses d'embolie paradoxale au travers d'un FOP. Ce papier publié dans le Circulation en 2013 retrouve une différence assez significative d'accidents ischémiques en présence d'un PFO chez les patients avec une sonde droite sans différence de mortalité. Et ce papier préconise de faire un screening assez large des patients ayant ou devant avoir une sonde droite. Si c'est le cas, discuter une fermeture du PFO, voire une indication d'anticoagulation ou sursaut à la stimulation si celle-ci n'est pas possible. Je suis assez partagé sur les résultats de ce papier. Et dernière situation pour lesquelles on peut discuter la fermeture de FOP, c'est toutes les causes où on a une thrombose du côté droit, que ce soit une thrombose veineuse, un terrain de coagulopathie. Si on a une contre-indication à l'utilisation d'un anticoagulant, à ce moment-là, peut-être que la fermeture de FOP peut éviter des embolies qui sont paradoxales, avec quelques papiers qui vont dans ce sens. En fait, en conclusion, AVC, AIT et FOP, le problème, disons qu'il est presque réglé vu la littérature assez abondante dans ce sens. Les autres indications sont à discuter de façon collégiale avec les différents intervenants. Pour ce qui est des bonnes indications de FOP dit causales d'indications atypiques, j'y garderai l'indication d'infarctus du myocarde embolique et des embolies périphériques dits cryptogéniques. Accident de décompression et pathologie d'altitude, bonne indication. Hypoxie, syndrome de platypnée orthodoxie, plus, très très bonne indication. Apnée du sommeil et hypoxie d'effort, oui, en absence d'hypertension pulmonaire. Neurochirurgie programmée en position assise et les tumeurs carcinoïdes, aussi très bonne indication. Et puis on a les métiers, les sports à risque, discuter au cas par cas. L'éviction est un bon traitement, sans fermer le FOP de manière interventionnelle chez les amateurs de sport. Si c'est des métiers qui sont à risque et des professionnels du sport, on a une éducation particulière pour essayer de prévenir ces complications et bien sûr discuter de la fermeture de FOP au cas par cas avec les différents intervenants. Migraine, pas sûr de l'efficacité, mais quelques patients peuvent en tirer bénéfice, à discuter avec nos collègues neurologues. Et puis les sondes droites, honnêtement je ne sais pas, les rythmologues pourront nous répondre de manière un peu plus précise. Et puis je finis par des tips and tricks, petites slides pour les tips and tricks quasi orientés interventionnels. Fermeture de FOP SI avec des sondes de PM, ça arrive qu'on accroche assez souvent avec la sonde
auriculaire, voire même ventriculaire, le disque droit. Pour cela, on met un guide 0,35 de la veine cave supérieure vers la veine cave inférieure. On prend un ballon de sizing de CIA ou un ballon de périphérique, on dilate. Et à ce moment-là, ça accroche un peu la sonde et ça nous permet de fermer le FOP de manière assez aisée. FOP avec disque droit qui peut prendre la valve d'Eustachi. Pensez à prendre juste une piquetelle, la pousser sur le septum. On pousse sur le septum et puis on pousse sur le septum sur le côté gauche et puis on déploie le disque droit. Tips and trick qui est très important, c'est de mettre une FiO2 à 100% chez les patients à qui on ferme un champ droit-gauche. Ça traite de manière assez rapide les embolies gazeuses. Et puis FOP avec ASIA multiperforé, viser le trou central et mettre une prothèse cribiforme qui prendra tout le septum. Je vous remercie de votre attention.